Alors, donc oui, comme disait Grégor, moi je vais vous parler un petit peu. Alors, il faut ouvrir les chakras et il faut être, on va dire, imaginatif et assez ouvert d'esprit. Pour faire très simple, voilà, comme l'a dit Grégor, j'ai monté un petit média qui s'appelle Showtime Stadium depuis quelques mois. Voilà, l'idée, c'est de parler de fan expérience et au sens très large de tout ce que peuvent faire nos amis américains sur LinkedIn et sur Instagram. Pourquoi j'ai créé ce média? Parce que je suis parti aux États-Unis pendant plusieurs mois. J'ai travaillé dans plusieurs clubs de foot. J'ai toujours travaillé dans le sport. Je suis ici pour la partie sportive. Et j'ai toujours admiré la façon de travailler des clubs américains, des franchises américaines et comment ils travaillaient. Voilà, encore une fois, la fan expérience, que ce soit grand public ou partenaire d'ailleurs. Alors, ça fait le lien d'ailleurs avec Shark Tank. Pour le coup, c'est pour vous mettre aussi un peu dans l'esprit de la façon de voir le sport qui est très business aux États-Unis. Donc, c'est une citation de Mark Cuban qui était président des Dallas Mavericks et qui était dans Shark Tank, donc qui va être mon associé américain. Il est milliardaire, bon, il a vendu des sociétés, etc. Et en fait, l'idée, je ne vais pas vous lire absolument tout, mais ils ont vraiment cet état d'esprit de dire qu'aujourd'hui, voilà, ils ne vendent pas forcément des résultats. Alors, c'est plus facile pour eux, parce que ceux qui connaissent le modèle américain, c'est un modèle de franchise. Il n'y a pas de montée de descente, donc ça aide. Je dirais qu'à chaque début de saison, on remet une pièce dans le jukebox, on repart à zéro. Donc, c'est assez intéressant, c'est sûr. C'est plus difficile quand vous êtes relégué. Mais c'est vrai que dans leur esprit, du coup, ils se disent qu'ils vont vendre une expérience, un moment unique où le public va avoir sa part et va vraiment avoir un rôle à jouer. Et il appuie, c'est la fin, il appuie vraiment sur OK, nous, on va travailler sur ce qu'on maîtrise. Et le sport, je pense que vous êtes tous un peu amateurs peut-être d'un sport ou d'un autre, et on a quand même beaucoup de preuves de ça. On a beau mettre les meilleurs joueurs du monde sur un terrain, tout sport confondu, ça garantira jamais de gagner. Paris Saint-Germain et d'autres exemples qui peuvent attester tout ça. Donc vraiment cette idée de se décorréler du résultat sportif pour essayer de vendre quelque chose de plus important et que l'idée vraiment c'est que les gens rentrent chez eux et se disent bah franchement j'ai passé un super moment malgré le résultat de l'équipe qui a pu être négatif. Premier, alors on n'est pas pile poil dans un stade, mais là c'est un sports bar. Donc le Sports Bar Ultime, on est du côté de Las Vegas pour ceux qui connaissent. Le Stadium Swing qui est dans le Circa. Le Circa c'est un hôtel. Et donc là on est sur un espace bon, qui est totalement fou, qui vit au rythme de toutes les compétitions, donc tout sport confondu, tous les jours de l'année à Las Vegas. Donc on a une capacité de 4000 personnes. Vous avez 29 carrés VIP, 18 tables, enfin des tables un peu partout pour dîner, pour passer la journée. Voilà, on est sur un espace assez fou. L'entrée sèche est à 25 dollars et puis ça va monter jusqu'à 40 000 dollars sur des tables salées ou des cabanas. Voilà, ils appellent ça des cabanas dans lesquelles les gens vont pouvoir passer la journée, regarder le match. Là, on est sur une photo à droite, par exemple, pendant le Super Bowl. Et donc, les gens sont dans la piscine et passent leur soirée. Là où ils sont très forts, c'est cette idée de proposer plusieurs alternatives à la consommation d'un événement. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Je pense que vous avez tous déjà vécu un match dans un pub, je sais pas, un match de rugby, du 15 de France ou je ne sais quoi. Bah, vous avez des gens qui sont très très focus sur l'écran. Vous avez les gens qui sont dos à l'écran, mais ils sont juste là pour être avec vous, pour avec un pote. Voilà. Donc c'est là, cet esprit-là, ils sont très forts dans la façon, encore une fois, de créer l'événement et de faire venir des gens pour diverses raisons. Encore une fois, là, l'idée, c'est vraiment que ce soit très chaud et très sympa, qu'on aime le sport ou pas. On en revient encore une fois, et même ici, on a des gens qui sont très fans, mais on a aussi d'autres gens qui clairement n'en ont rien à foutre d'être ici. Deuxième type que vous met, enfin, que je mets en avant, on va dire, c'est une prestation qui a été lancée à Atlanta il y a quelques années. On est dans un club de NBA, club de basket, et donc là, vous voyez à gauche, enfin, vous voyez ici même sur les deux photos, c'est une prestation, un espace VIP qui a été mis en place derrière un panier. C'est quelque chose de très rare parce que pour le coup, c'est le premier et unique à date bar en courtside en NBA. En fait, la salle, elle fait 18 000 places et Atlanta, ils étaient dans une spirale un peu négative. Donc, du coup, ils se sont dit, on n'est jamais à guichet fermé tout au long de la saison. Sur de la place sèche, hein, derrière le panier, c'est pas le meilleur endroit pour voir le match, on va dire. Et ils ont décidé d'enlever 650 sièges secs pour mettre, non, rien inverse, pardon, une centaine de sièges secs pour permettre à 650 personnes, tout en courtside, donc tous les gens qui sont tout autour du terrain ont accès à ce fameux bar en reprenant le logo d'Atlanta.
Et en fait, on a accès derrière à un espace où des menus sont élaborés par des chefs étoilés. On met sur des places qui sont à partir de 400 $ et qui peuvent monter voilà, sur des très grosses affiches à 15 000 $. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est cette idée de proposer une expérience au plus proche du terrain, au plus proche des joueurs et surtout de réutiliser des places qui étaient finalement pas super bien vendues pour en faire un produit plus intéressant et permettre surtout, encore une fois, à 650 personnes d'avoir accès à une offre, alors qu'à la base, on n'a vu qu'une centaine de sièges sans prestation. Encore une fois, on est du côté de Las Vegas, c'est quand même assez particulier pour ceux qui connaissent Las Vegas. La fête, elle est vraiment partout. On est dans la seule boîte de nuit Londres, la première et du coup la seule là ici, dans un stade. Donc on est sur le Wynfield Club, donc à l'Allegiant Stadium. L'Allegiant Stadium, c'est le stade de l'équipe de football américain, des Riders. Et donc là, on est derrière une zone d'un but, donc derrière l'équivalent d'un panier ou d'un but. Et vous avez en fait une boîte de nuit. 2 heures avant le match. 2 heures avant le match, 2 heures après le match, vous avez l'espace qui vit. Pendant le match, bien entendu, vous êtes à votre taille. Donc, vous avez voilà, une trentaine de carrés VIP. Là, on est vraiment dans une boîte de nuit. Le Wynfield Club, c'est une boîte de nuit en dehors du stade hein, déjà. En fait, ils ont créé un partenariat avec cette boîte de nuit et ils y ramènent notamment des DJ et des artistes. Donc, en fait, les DJ qui veulent se produire le soir dans la vraie boîte va venir ici en before, on va dire, ou pendant le match. Donc voilà, du Deep Play, Major Lazer, Calvin Harris, David Guetta, etc. L'idée là, c'est de réunir l'endroit, voilà, au The Place to Be dans Las Vegas. Encore une fois, d'aller attirer un public qui peut-être pas fan de football américain. À Las Vegas, c'est beaucoup de gens de passage en plus. Las Vegas, ça a été la ville de la magie, bon, bien sûr du jeu, de la magie, du spectacle, du feu, des DJ. Voilà, ils essayent de se diversifier aussi pour faire venir des gens et de plus en plus de gens. Vous voyez un moment, enfin, du e-sport aussi, ils sont très forts là-dessus. Donc, on est sur une capacité de 700 personnes. Et encore une fois, l'idée, voilà, c'est d'aller chercher des gens qui potentiellement ne seraient pas grands fans de foot. On est à partir de 500 $ la place pour voir le match, bien sûr, et pour avoir accès à ces espaces. 500 $ sans table, hein, sans rien. Et là, ça monte sur des, je crois, de 50 000 $ sur des matchs voilà, très importants où vous avez une quinzaine de places. Un petit point sur la démocratisation de l'offre VIP, c'est vraiment un truc qui est très répandu aux États-Unis. Ils ont ce truc de se dire que finalement, et je pense que vous voyez aussi au quotidien dans l'organisation de vos événements, les places VIP ne sont pas réservées qu'à des entreprises. Mais monsieur tout le monde pourrait s'acheter une place VIP s'il en a les moyens sans aucun souci. Là, je vous ai mis quelques photos, c'est pour vous rendre compte à quel point c'est démocratisé et dans les standards au quotidien. À gauche, on est sur un programme de match qui est distribué vraiment à tout le monde dans la salle. On est à Dallas au hockey. Là, on est dans les coursives. Là, on est dans les toilettes au Staples Center, la salle de Los Angeles, qui est maintenant la Crypto.com Arena, la salle des Lakers. Et là, vous êtes les toilettes et en haut, vous avez voilà, les infos pour acheter une loge, pour acheter une place en VIP, pour acheter une place en réceptif. C'est voilà, cette idée de démocratiser et même voire banaliser la place VIP. Encore une fois, aujourd'hui, pour ceux qui voudraient essayer, en perso, je vais dire, si vous essayez d'acheter une place VIP sur un match ou un spectacle, c'est souvent pas forcément possible. Vous allez devoir contacter un commercial ou rentrer une demande de renseignement. En haut, on est sur une prestation qui est le Tunnel Club. C'est un truc que font beaucoup les clubs et les franchises. Donc là, on est sur une prestation vite où les gens vont voir les joueurs ou les artistes, en l'occurrence, peut-être pour vous des mains, en haut, en allant, on va dire, sur scène. Là, en bas, on est sur une piscine dans l'idée, pareil, de proposer plusieurs alternatives au public et de pouvoir potentiellement passer son match dans la piscine. Parce que là, vous voyez, il y a le match derrière. Il y a pareil dans le voiture d'esprit en parlement sur le Super Bowl. L'idée vient sur ce pas de vous dire qu'il faut faire comme eux et des shows grandioses, monsieur show que vous en faites, il n'y a pas de souci. C'est plutôt pour cette idée de créer l'événement dans l'événement, ou plutôt avant l'événement. Le Super Bowl, quand il débarque dans une ville, c'est vraiment le grand cirque qui débarque 5 jours avant le coup d'envoi. Donc le Super Bowl, c'est le dimanche. Et donc dès le mercredi, vous avez le Super Bowl Experience qui ouvre. C'est une sorte de fan zone géante qui se met en place dans des parcs des expositions. Hein. C'est vraiment un truc immense. En général, c'est dans des salles pour le froid ou pour la chaleur. Bon, en général, le match c'est en février, donc c'est plus pour le froid, mais c'est pour pouvoir aussi accueillir le plus grand nombre. Depuis 1992, le Super Bowl organise ça et dans une trentaine de villes dans le pays, ont aussi organisé des animations, des fanzones pour toucher le plus grand nombre. Parce que finalement, le match du Super Bowl, il est limité à 60, 80, 100 000 personnes dans le stade. Mais le but, c'est de toucher le plus grand nombre.
Pour rappel, le Super Bowl, c'est 120 millions de téléspectateurs dans 180 pays. Et pour aussi comparer quand même et mettre un peu en relief, la finale de la Coupe du Monde au Qatar, c'est 1,5 milliard de téléspectateurs. Donc on est quand même sur autre chose aussi. Mais le Super Bowl prend une place énorme. Ce qui est intéressant ici, bah, c'est les retombées aussi pour la ville qui organise l'événement. C'est d'aller, peut-être pour vous demain, essayer d'aller toucher un maximum de public qui n'a pas forcément de place pour aller voir les artistes le soir, mais qui pourra avoir envie de vivre le festival le matin, la journée, et essayer d'exploiter au maximum la semaine de votre événement qui peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et surtout, encore une fois, l'attirer du monde, puisque le Super Bowl Experience, ce qui est fou, c'est que pour les enfants, c'est gratuit, pour les adultes, c'est 20 $. Et ils arrivent à attirer entre 300, 400, 500 000 personnes, encore une fois, alors que le match, il est limité à 60, 80, 100 000 grand maximum. Quelques petites idées, on va dire, pêle-mêle pour terminer. Et des idées, voilà, forcément un peu folles, encore une fois. À gauche, on est sur un barbershop, toujours un peu comme dans l'esprit de... On a Atlanta, hein, donc on est dans la même salle où ils ont mis le bar derrière un panier. Là, c'est pareil, c'était une loge qui était pas forcément utilisée. Dans le sport américain, les loges, les box, ça se fait de moins en moins. Elles sont plus maintenant dans l'esprit d'avoir des espaces VIP assez grands où les gens vont se mélanger, ce que je trouve plutôt cool. Là, l'idée, voilà, c'est de proposer de nouveaux services et forcément de nouvelles expériences. Les barbershops, c'est une copie conforme d'un barbershop qui est à l'extérieur, qui a été noté par un rappeur d'Atlanta, qui n'est pas très connu en France, mais qui est très suivi aux États-Unis. Il a 2 millions de followers, il chante avec Outkast, avec bref, plein de gens un peu connus. Et voilà, il a reproduit encore une fois son service et il vend des coupes et des services, des barbes, bref, entre 15 et 50 $. Et les gens regardent le match en même temps et ça cartonne. Il y a des listes d'attente et on peut s'inscrire et réserver, on va dire, sa coupe comme on le ferait ici sur, je sais pas, sur Planety ou ce genre de plateforme. Au lieu, on est sur une opération qui est dans l'une de mes préférées parce que j'ai eu la chance de la voir. Ils appellent ça Bark at the Park. Donc en fait, c'est l'idée de ramène ton chien au stade. Alors, dit comme ça, bien sûr, on se dit, bon, ils sont là, ça y est, ils abusent, ils sont un peu complètement fous. Là, c'est intéressant, c'est de se dire que s'ils sont capables d'aller parler aux maîtres des chiens ou aux gens qui ont un chien, c'est qu'ils sont déjà capables auparavant de parler à toute typologie de public. Et les Américains sont capables de parler à Tenwell. Ça se fait beaucoup en MLS, donc au foot, au soccer, et en MLB, donc au baseball, parce qu'il y a beaucoup de matchs par saison à domicile. Et donc, c'est très dur d'aller chercher des gens à tous les matchs. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher des nouveaux publics, des gens qui, en temps normal, peut-être ne viendraient jamais au stade parce que ceux qui ont des chiens le savent peut-être, vous ne voulez pas les laisser tout seuls, ou vous voulez être un maximum avec lui. Et en même temps, vous êtes aussi à la recherche de moments partagés avec votre chien, avec votre animal. Donc là, en fait, les clubs organisent des événements comme ça. Bien entendu, le chien, il paye sa place. Le pack, c'est en général 30, 40, 50 $. Donc, un humain, un chien. Et bien entendu, c'est l'occasion sur ce match de mettre en avant de marques autour de la pet food, de mettre en avant la SPA locale, de mettre en avant des associations. Il y a la Dog Cam, donc vous allez mettre votre chien en avant façon le Roi Lion, Simba, etc. Voilà, ça part d'une connerie, mais ça en devient un business. Le club offre un petit bandana, un petit cadeau au chien. Là aussi, ceux qui ont des chiens, vous savez, vous aimez, on va dire, couvrir le cadeau de votre toutou. Donc, c'est plutôt malin. Et ça permet à ces clubs-là, encore une fois, d'aller chercher un public complètement différent qui, à la base, il ne vient pas forcément voir du baseball ou du foot, mais il vient passer un moment avec son chien. Et enfin, un petit truc qui est intéressant, et ça, pour vous, pour le coup, je pense que ça peut être plutôt cool. Je l'ai vécu aussi. Alors, c'est pas la photo qui va avec, parce que je n'ai pas retrouvé de photo de ça. En fait, aux États-Unis, il y a beaucoup de clubs qui organisent, qui mettent en place un truc où le public, s'il accepte de venir traiter avant le match et de repartir un peu après le match, va avoir son parking gratuit. Aux États-Unis, un parking, ça peut coûter 50, 80, 100 $ pour un match, notamment en MFL. Et ça, je l'ai vu sur plusieurs stades. Ils vont mettre un service en place où vous allez très tôt. Il n'y a pas de souci, vous avez votre parking gratuit, mais ils savent très bien que 4 heures avant le coup d'envoi, vous allez manger, boire, consommer, et votre parking, finalement, il est payé. Et après match, idem, ou 9 ou 2, je crois que c'était, vous avez le droit de partir et pas avant. Donc là, l'idée, encore une fois, toujours pareil, de générer de nouveaux revenus. À la base, on vous fait un KDE, et en fait, bien entendu, c'est vous qui allez y passer, quoi. Je crois que c'est terminé, c'est toi qui ouvre à la fin, ouais. Merci, merci Ben. Est-ce que déjà, est-ce que vous avez des questions, des choses, des observations? Alors, en fait, ce que je trouve absolument génial dans ce que montre Ben, c'est que tout ce que vous avez vu là, vous pouvez l'appliquer à votre événement. Parce qu'en fait, ce sont des règles. Je ne dis pas
quoique, mettre un bar au milieu de la scène, etc. Non, 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 c'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Ce qu'ont compris les Américains, ou ce que font les Américains, c'est que votre festival, il a un asset, c'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur. Cet asset, c'est le carré de pelouse qui est devant une grande scène. Et le problème de cet asset, c'est qu'il est manifestement sous-exploité. Concrètement, il est exploité de 15h à 3h du matin. Mais du lot. En gros, quand il y a un artiste devant la scène. Quel festival, ici, accueille des centaines, voire des milliers de festivaliers dans un camping qui se réveillent avec plus ou moins des animations, alors qu'il serait peut-être assez drôle de mettre une énorme table pour accueillir 400, 500, 600, 2000 personnes devant la main stage de 9h du matin à midi pour un énorme breakfast quali payant avec un petit DJ. Pourquoi pas mettre une piscine derrière et recréer un instant, parce que votre force, c'est d'accueillir des milliers de personnes au même moment, au même endroit, au même moment. Et en fait, vous devez leur faire vivre une expérience continue. Ça, c'est un exemple. L'autre chose qu'on voit, donc là, c'est ce que je dis par remplacer les espaces vides. Vous savez, c'est cette histoire du restaurant qui veut toujours faire quelque chose tout au long de la journée. Parce que sinon, c'est du temps perdu, c'est de l'asset perdu. Alors que les gens sont là justement pour vivre une expérience. L'upsell, comme le disait Ben, il doit être partout. Lorsque nous, on a commencé le cashless, on disait « Oh, la bière, ça doit être le moins cher possible, le premium, l'entrée de gamme. » Et puis un jour, dès la deuxième année, en 2016, on a mis de la bière un peu premium. Elle a été prise à 50% en volume. Parce qu'en fait, le festival devient si cher en monétaire et en valeur que les gens sont peut-être prêts à mettre un peu plus de sous pour vivre une expérience un peu meilleure. Et ce n'est pas qu'une histoire de kebab. Parce qu'il y a 10 ans, je peux vous jurer que dans certains festivals, on ne mangeait que du kebab. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Donc en fait, l'histoire de l'upsell, on le voit partout. Et de la même manière qu'on a parlé des Love Pods, je peux vous dire que chez les femmes, le vrai problème d'un festival, c'est chez vos toilettes. Donc vous voyez, on pourrait faire des choses qui sont un peu premiumisées. L'extension de la durée d'un événement. Alors évidemment, on a parlé du Super Bowl. Ben, c'est rigolé, je sais, je ne vais pas vous comparer à un Super Bowl. Parce que vous n'êtes pas dans les mêmes valeurs, ce n'est pas les mêmes montants, ce n'est pas la même chose. Néanmoins, votre capacité à accueillir des milliers de personnes le jour J. Pourquoi on ne peut pas faire un day before et encore before? Il y en a un qui le fait très bien, c'est le Hellfest où ils ouvrent le Hell City. Alors je ne vais pas parler trop fort parce que je crois qu'il y a des gens du Hellfest ici. Mais pourquoi on ne pourrait pas l'ouvrir 3 jours avant? Est-ce que cette communauté-là ne viendrait-elle pas? Et donc en fait, c'était ça l'idée qu'on avait, de dire votre public, il est là. Et je revois, j'en ai dans ma tête des images de festivals, de vos festivals, et je peux vous jurer que faire cette grande table d'Astérix et Obélix où tout le village gaulois il est réuni devant cette grande scène, je pense que ce serait drôle et je pense qu'il y aurait preneur, tout en respectant les consignes de sécurité, de montage, etc. etc. Et après, c'est la création d'une offre pour tous. C'est je fais venir mon chien. Vous le faites très bien avec certains, les Kids Park, etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et donc voilà, c'était ça ce que je trouvais, c'est là le parallèle que je voulais faire. C'était de se dire que votre événement, ça ne peut pas être que une offre musicale avec une scène et un carré vert devant, mais ce carré vert, il peut être exploité bien plus haut, bien plus longtemps et plus largement dans le temps. Voilà, c'était ça l'idée. Donc merci pour cette vision US